Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre Mouvement et force de terminale spécialité physique et chimie en PFD. Pour introduire cette deuxième loi, nous allons reprendre l'exemple de la première vidéo dans laquelle on observait le mouvement du centre de masse d'un marteau comme celui-ci. On avait vu, d'après le principe d'inertie, que si la somme des forces était nulle sur ce marteau, eh bien, dans ce cas-là, le mouvement du centre de masse était un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que le vecteur vitesse était constant. Maintenant, que se passe-t-il si la somme des forces est non nulle? Eh bien, d'après la contraposée du principe d'inertie, le vecteur vitesse ne peut plus être constant. Ça signifie qu'il va varier. Et comme conséquence, si le vecteur vitesse varie, cela signifie que sur le marteau s'exerce un vecteur accélération qui est non nul également. Quelle est la relation donc entre cette somme des forces, vecteur somme des forces et vecteur accélération? Eh bien tout simplement, ils vont être colinéaires et de même sens, et le lien entre les deux, eh bien c'est la masse du système qui va faire ce lien. Donc dans un référentiel galiléen, la somme des forces qui s'appliquent sur un système est égale au produit de la masse de ce système par l'accélération petit a de son centre de masse. Donc on aboutit à la relation fondamentale de la dynamique, qui est que la somme des forces qui s'appliquent sur un système est égale à petit m fois le vecteur accélération. Voyons tout de suite un exemple d'application très classique. On va s'intéresser à l'accélération d'un skieur sur une pente sans frottement ici. Alors, déjà, on va simplifier le problème en modélisant le skieur par son centre de masse G, que l'on va placer ici au niveau du plan incliné. Ensuite, pour faire une étude en mécanique, eh bien, on doit utiliser un repère ici avec des vecteurs unitaires I et J, et on va placer les axes, donc OX, OY, qui vont nous permettre de déterminer abscisse et ordonnées, et on va les placer sur le point G pour pouvoir faire une lecture plus facile. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système ici? Eh bien, tout d'abord, nous avons le poids P qui est vertical dirigé vers le bas. Et deuxième force, nous sommes dans le cas où on n'a aucun frottement exercé par le plan incliné ici. Donc, il va y avoir une réaction du support qui va être une réaction normale, c'est-à-dire perpendiculaire au plan incliné. Donc, voici les deux forces qui s'exercent sur le système. Et donc, on va s'intéresser d'abord à la réaction normale Rn ici. Quelles sont les composantes, les coordonnées du vecteur Rn dans le repère que l'on utilise ici sur les axes OX et OY? Eh bien, on voit que le vecteur Rn ici n'a aucune composante selon OX et sa seule composante sera selon OY. Donc, ces coordonnées vont être 0 selon l'axe OX et Rn selon l'axe OY, la norme directement du vecteur ici Rn. Intéressons-nous à présent au vecteur poids P. Nous allons également le décomposer selon les axes OX et OY afin de voir ses coordonnées. Donc, nous faisons la projection de ce vecteur sur les deux axes, et nous avons donc la composante selon OX qui va être notée Px, et la composante selon OY qui va être notée Py. Alors, quelles sont les valeurs de Px et Py? Eh bien, nous allons les exprimer en fonction de l'angle alpha qui est ici, et de la norme du vecteur poids. Alors l'angle alpha, on va le retrouver dans le triangle qui est ici, qui est un triangle en miniature de celui qui est là. Eh bien l'angle alpha, on va le retrouver ici même. Et donc, si on exprime à l'aide de la trigonométrie Px et Py, eh bien Px, c'est le côté opposé dans le triangle qui est ici et qui contient l'angle alpha. Donc si c'est le côté opposé, on connaît la relation côté opposé sur hypoténuse qui est égal à sinus de l'angle alpha. Et donc le côté opposé va être égal à l'hypoténuse multiplié par le sinus de l'angle alpha. Py, lui, est le côté adjacent, donc on va appliquer la même relation mais avec le cosinus de l'angle alpha. Et donc on va obtenir que Py est égal à cosinus de l'angle alpha fois la longueur de l'hypoténuse. Ici, la longueur de l'hypoténuse, c'est donc la norme de P, du vecteur P. Mais on va faire attention aux signes de Px et Py. Px est bien dans le sens de l'axe OX, dans le même sens que le vecteur unitaire petit i, donc il est positif. Py, lui, est dirigé vers le bas par rapport à ce vecteur unitaire J,
par rapport à l'axe OY, donc PY va être négatif. Donc on va obtenir comme expression de PX P fois sinus alpha et l'expression de PY moins P fois cosinus alpha. Donc ceci, c'était finalement le seul passage un peu difficile de cette démonstration. Maintenant, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique qui nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ici, la somme des forces, c'est Rn plus le vecteur P, égale donc petit m fois l'accélération. Et on va donc regarder selon l'axe OX et selon l'axe OY, puisque la somme des vecteurs est égale à la masse fois le vecteur accélération. Eh bien, on va additionner les coordonnées des vecteurs selon l'axe OX et les coordonnées des vecteurs selon l'axe OY. Donc, selon l'axe OX, on obtient que 0 plus P sinus alpha est égal à la masse fois l'accélération selon l'axe des abscisses, X. Et selon l'axe OY, on obtient que Rn moins P cosinus alpha est égal à petit m fois l'accélération selon Y. Alors, on rappelle que le poids P est égal à la masse du système fois petit g, l'intensité de la pesanteur en ce point-là. Et donc, on obtient que, première ligne, mg fois sinus alpha est égal à la masse fois l'accélération selon x. Et selon OY, on obtient que Rn moins mg cosinus alpha égale à la masse fois l'accélération selon AY. Alors maintenant, regardons ce qui se passe sur chaque axe. Premier axe, selon OX, eh bien, on obtient donc que la masse fois l'accélération selon x est égale à mg fois sinus alpha. On peut simplifier par la masse, et on obtient donc que l'accélération selon x est égale à g fois sinus alpha. Donc on voit que plus alpha est grand, ici, plus sinus alpha va être grand également, et donc plus g fois sinus alpha va être important. Donc en fait, plus le plan est incliné ici, plus alpha augmente, et bien plus l'accélération selon x va augmenter, ce qui paraît assez logique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe selon OY? Bien, l'accélération selon l'axe y ici, elle est forcément nulle, puisque le skieur ne va ni s'enfoncer dans ce sens-là, ni se mettre à s'envoler. Donc l'accélération selon y est nulle, on obtient donc que Rn moins mg cos alpha est égal à 0. Et donc ceci, ça va nous permettre de trouver la valeur de la réaction normale Rn, qui sera égale donc à petit m, la masse du système, fois g, l'intensité de la pesanteur, qui sont donc des grandeurs qu'on connaît, fois cosinus de l'angle alpha. Donc c'était un exemple de l'application de la loi de Newton à un système assez simple puisque sur celui-ci il ne s'exerçait que deux forces, mais on voit que à partir de cette étude, eh bien, on peut déterminer une accélération déjà selon l'axe des x, et puis on peut déterminer la valeur d'une force, la réaction normale ici, selon l'axe OY.